c'est que les aéroports français semblent s'insérer dans la moyenne des aéroports européens de ce panel. Et en plus, ils semblent présenter une relative homogénéité dans leurs résultats, c'est-à-dire ils ne sont pas aux extrêmes, ni les plus bas, ni les plus hauts dans les résultats. Alors la spécificité de la France dans la structure, c'est que c'est le seul pays pour lequel la part des taxes est majoritaire dans le mode de facturation du coût de toucher. Donc, ce que l'on constate aussi dans un second temps, c'est que cette structure des coûts n'a pas forcément un lien direct avec le niveau des coûts, c'est le graphique d'en bas. On voit que la France, malgré sa spécificité liée à la fiscalité gouvernementale qui est assez unique en Europe, n'est pas le pays qui a le coût de toucher en moyenne le plus élevé en Europe. Et puis aussi un autre commentaire sur une autre conclusion, c'est l'absence de lien entre les taxes et les coûts de toucher. Là, je ne suis pas sûr que je partage l'analyse. Ce que j'en retire, c'est que le coût de toucher en France est quand même assez compétitif et qu'il le serait encore plus s'il y avait moins de taxes. Voilà. Le premier point concerne les aides au fonctionnement. Et ici, on a un message assez clair que pour tous les aéroports en dessous de 700 000 ou 1 million de passagers, la date butoir de 2024 pour recevoir des aides au fonctionnement n'est pas réaliste. C'est-à-dire qu'on nous demande d'étendre, au-delà de 2024, le régime d'exception qui permet d'octroyer des aides au fonctionnement aux aéroports. Et ça concerne, comme je le disais, principalement les petits aéroports en dessous de 700 000, 1 million de passagers. Deuxième point, ça concerne les aides aux compagnies aériennes. Et ici, on a un commentaire de plutôt des petits aéroports, des aéroports de plus petite taille, qui nous disent on n'a pas d'outils pour donner des subventions aux compagnies aériennes pour les attirer chez nous. Les outils qui existent dans les lignes directrices sont trop limités, ils sont insuffisants, ils ne sont pas adaptés, ils ne fonctionnent pas, ils ne correspondent pas à la réalité du marché. Troisième point, les notifications auprès de la Commission sont considérées comme un process trop lourd, compliqué, avec un manque de réactivité de la Commission. Donc on prend cette critique et on doit travailler là-dessus. Et quatrième point, le RGEC, donc le règlement général d'exemption par catégorie, on a reçu beaucoup d'indications nous disant qu'il faudrait l'étendre, ce qui permettrait d'octroyer des aides aux aéroports sans passer par une notification par la Commission dans le cas d'un régime très simple. Pour nous, la question était comment on répond vraiment en termes quantitatifs, c'est-à-dire que 40 millions de passagers supplémentaires, il va falloir du monde pour pouvoir les accueillir, les orienter, les accompagner. Ça veut dire des avions supplémentaires à maintenir, à gérer, des activités d'exploitation. Et une vraie question sur l'évolution de ces compétences, parce qu'on imagine une ouverture partielle en 2028, une ouverture complète en 2035. Les métiers tels qu'on les exerce aujourd'hui, comment est-ce que demain ils seront exercés, de quelles compétences on aura besoin, et il est évident que sur ces volumétries-là, si on ne les anticipe pas, on est incapable de s'y adapter. Mais au-delà de l'aspect quantitatif, ce qui nous intéressait vraiment dans cette étude, c'était d'aller beaucoup plus précisément sur mais comment évoluent ces compétences. C'est-à-dire que chacun de ces métiers, quand on les prend à l'intérieur de leur famille professionnelle, comment est-ce qu'ils évoluent? Est-ce qu'on a une capacité à y répondre en termes de volume? Est-ce qu'on a une offre de formation à proximité qui permette d'y répondre? Et ou est-ce que cette offre de formation, elle y répond en termes qualitatifs? C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, la façon dont on forme un agent de sûreté sur son activité professionnelle dans les organismes de formation qui sont autour, répond à la façon dont va s'exercer le métier en 2024, en 2028 ou en 2030? Le GIEC nous dit que zéro émission nette est atteint à partir du moment où toute émission est en fait équilibrée par l'absorption du même volume de CO2 de l'atmosphère. Donc en termes pratiques, pour les aéroports, cela veut dire que pour atteindre zéro émission nette, ils ont deux options. Le cas idéal, c'est qu'ils éliminent entièrement leurs émissions. Et si jamais il en reste, s'il y a des émissions résiduelles, celles-ci doivent être donc retirées de l'atmosphère, notamment par le biais de technologies de captage et stockage de CO2.
En fait, si on regarde les émissions sous contrôle des aéroports, en fait, elles ne représentent que de 2 à 5% de l'empreinte carbone totale de l'aviation globale. C'est pourquoi nous avons en fait intégré notre engagement dans un appel plus large au secteur aérien pour l'appeler aussi à définir zéro émission nette comme objectif et à établir une feuille de route pour définir les actions concrètes pour y parvenir. Enfin, forcément, pour réduire les émissions, la première action à prendre, c'est de réduire la consommation de l'énergie, donc améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments, des véhicules, mais aussi d'autres types d'équipements utilisés par les aéroports. Et ensuite, un autre levier d'action très important, c'est l'utilisation des sources d'énergie renouvelables. Pour l'instant, nous avons donc 4 niveaux d'accréditation dans le programme, avec des obligations de plus en plus strictes, évidemment. Et donc, le niveau supérieur est défini comme neutralité carbone, mais qui est différente de zéro émission nette. Et la différence principale, c'est que la manière dont nous avons défini la neutralité carbone dans le cadre de ce programme permet aux aéroports de compenser leurs émissions résiduelles. Donc, par l'achat des crédits carbone, en fait, on achète en quelque sorte des réductions réalisées par d'autres organismes dans d'autres secteurs. Avec le concept de zéro émission nette, la compensation n'est plus possible. Donc, la seule possibilité pour les aéroports de traiter d'éventuelles émissions résiduelles, c'est de les retirer de l'atmosphère. Donc, c'est pour cela qu'on envisage effectivement une évolution du programme Airport Carbon Accreditation pour créer en fait plusieurs niveaux d'accréditation supplémentaires qui, en fin de compte, devront aussi permettre de certifier de manière formelle les aéroports qui atteignent le zéro émission nette. Finalement, ça n'aura échappé à personne que le secteur aérien est actuellement en plein cœur d'une polémique finalement sur son impact environnemental. Et finalement, assez paradoxalement, c'est le secteur qui va cristalliser toutes les critiques, alors que c'est en même temps un des secteurs qui est un des plus vertueux, ou en tout cas un des secteurs qui fait le plus d'efforts en termes de réduction de son impact carbone, que ce soit par les compagnies aériennes, mais aussi par les aéroports. Et donc, en fait, le véritable enjeu, c'est qu'en fait, on va se retrouver dans une situation où on a un décalage total entre les pratiques d'un secteur, qui sont certes perfectibles, on est bien d'accord, et en même temps, la perception à la fois par les personnes qui sont dans le secteur et par, en même temps, les citoyens. Il y a 2 mauvaises perceptions dans le transport aérien. Il y a une mauvaise perception concernant son impact environnemental et il y a une mauvaise perception concernant le profil type du passager aérien. Il y a une étude de la DGAC qui est sortie il y a un peu plus d'1 an qui faisait finalement une sorte de portrait robot du voyageur aérien. Et finalement, ce que l'on observe dans cette étude, c'est qu'à peu près 50% des voyageurs aériens sont des personnes qui sont soit CSP-, soit des inactifs. Alors que le cliché finalement que le Français moyen a d'un voyageur aérien, c'est quelqu'un qui est riche, qui voyage essentiellement pour son loisir, donc ça veut dire qu'il n'est pas obligé de prendre ce vol, et donc finalement qu'il n'est pas du tout à 10, 15, 20 euros près. Et donc finalement, la combinaison de ces mauvaises perceptions, c'est-à-dire on a un secteur qui soi-disant pollue énormément, qui ne fait pas d'efforts, et en même temps dont les clients sont relativement riches, peu sensibles à des variations de prix et ont un comportement qui est peu vertueux, en fait, vous avez tous les ingrédients pour obtenir ce qu'on appelle de la stigmatisation organisationnelle, c'est-à-dire finalement des acteurs qui vont être complètement stigmatisés et sur lesquels l'opinion publique va se retourner. C'est ce qui fait en fait qu'on a du transport aérien un super bouc émissaire. Maintenant, je crois qu'on a clairement notre part de responsabilité, il faut qu'on communique plus, mais je pense que notre communication, elle doit être aussi évoluée à une évolution de notre positionnement en tant que secteur dans son intégralité par rapport à nos propres objectifs. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde les objectifs que le secteur s'est assigné collectivement, donc fabricants d'avions, compagnies aériennes, aéroports, c'est des objectifs qui ont été fixés en 2008-2009, qui à l'époque étaient ambitieux, réduire de 50% nos émissions de CO2 d'ici à 2050, mais des objectifs qui aujourd'hui ne reflètent plus la réalité scientifique du défi climatique et qui ne sont plus alignés avec l'accord de Paris. Donc il faut que collectivement, comme secteur, on s'engage, au moins qu'on dise que notre ambition, c'est d'aller vers le net zéro. Et ça, aujourd'hui, on ne dit pas. Et je pense que ça contribue à cette perception très négative du secteur aujourd'hui. Et ça nous rend finalement inaudibles. Et si on est inaudible, on n'est pas influent.
vraiment, on croit que depuis toujours, presque depuis les Wright Brothers, presque non, il y a eu toute l'aviation